Bienvenue à tous sur l'émission Spotlight. Nouvel invité aujourd'hui, Bilal Adjab. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Nickel. Alors, du coup, second épisode. Le premier a bien fonctionné avec Monsieur Denis Thuriot, donc le maire de Nevers. On continue un petit peu le même format, à peu près 1 heure et demie. Ça permet de bien situer un petit peu le personnage, pouvoir avoir des anecdotes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et puis, ça permet aussi de mieux comprendre la personne au lieu d'aller sur un petit format de 15-20 minutes sur un sujet bien particulier. Là, on va vraiment un petit peu découvrir le Bilal que peut-être personne ne connaît. Ok, On y va? c'est parti. Générique. Alors, du coup, Bilal, comment ça va? Super et toi? Super. Dans ce magnifique lieu. Exactement. On va en revenir un petit peu à la fin de l'interview, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un très très beau lieu pour cette interview. Alors, on va commencer par savoir qu'est-ce que tu fais à Nevers? Parce que du coup, t'es pas de Nevers de base. Alors, je suis pas né à Nevers, effectivement. Moi, je suis né à Lyon en 94. Ok. Lyon 3e, plus exactement, à Grange-Blanche, en novembre. Et en fait, tout simplement, comme je t'expliquais, mon papa a eu une opportunité Mm. professionnelle à l'époque à Nevers. Il est venu ici et au final, on l'a suivi. Donc, il devait rester 1 an et on est toujours là aujourd'hui. Ça va, ça te plaît, Voilà. Nevers? Top, c'est ma ville, hein. Et Même du si je suis coup, pas né à Nevers, je suis chez moi ici. ouais. Et du coup, juste, est-ce que tu as l'occasion un petit peu de retourner un petit peu à Grangeville, enfin à Lyon À exactement? Lyon, à Grange-Blanche. Alors, Grange-Blanche, ouais. Grange-Blanche, moins, parce que c'est juste un lieu où je suis né. Mais il faut savoir que mon papa a à peu près 8-9 frères et sœurs. Mm. Et ma maman a à peu près 8-9 frères et sœurs aussi. Et ils sont la majorité à Lyon. Ah ouais, d'accord. Donc, je te laisse faire la proportionnalité de famille que j'ai sur Lyon. Donc, effectivement, j'y vais très régulièrement. Je connais très bien la ville. J'ai énormément de famille là-bas. Et donc, que ce soit pour des occasions, pour Mm. des rencontres. Mais sans rien te cacher, à l'époque du collège, à l'époque de l'école primaire et jusqu'au début lycée, j'y allais beaucoup plus souvent. Depuis que je me suis lancé, moi, sur des projets d'entrepreneuriat, Mm. j'ai beaucoup moins le temps. Ouais. Donc, ça fait plusieurs années. Alors, si, j'y vais chaque année, je sais pas, peut-être une fois tous les trimestres. Mais j'y vais beaucoup moins. Ok. Voilà. Alors, on t'a parlé un petit peu de ton enfance. Du coup, la prochaine question, c'est, elle était comment ton enfance à toi? Elle était comment mon enfance Ouais. à tout niveau, c'est ça? Ouais, ouais. Bah écoute, moi je suis le premier, j'ai 3 frères, je suis le premier des 3 frères. Je vais pas me plaindre, j'ai une enfance très agréable. Ouais. Voilà. J'ai eu la chance d'être avec mes 2 parents, ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, que ce soit par des séparations, par des décès ou des épreuves de vie un petit peu. Mm. Donc voilà, j'ai toujours été, moi un petit peu, tu vois, dans ma petite bulle un peu créatif depuis l'école. J'ai toujours été dans le côté dessin, tout ça, good vibe. Ouais. Et sinon, non, très bien, j'ai pas de... Là, t'as pas eu de problème à l'école Pas plus que ça. Après, écoute, j'étais un élève assez bien. Mm. Heureusement que j'ai eu des matières comme l'art plastique, par exemple, où j'avais entre 15 et 20 à peu près, tout le temps, moi, pour me solidifier sur ma scolarité. Mais élève plutôt rêveur, Ouais. pas en manque de capacité, mais si tu veux, j'étais sur le fil du rasoir à partir du lycée. Sinon ouais, non, top. Je suis resté, j'ai fait ma scolarité dans la Nièvre. Ouais. Et voilà, donc enfance plutôt positive, je pense. Donc, en fait, t'as fait ta primaire à Lyon, du coup? Non, Ah, non, non, à non, Nevers. parce que je suis venu, Enfin, dans la Nièvre. j'étais très jeune. Je Ouais. suis venu, j'ai tout fait à Nevers. Ouais. Et après, j'ai vu que tu avais fait les beaux-arts. Oui, Alors, comment c'est ça se ça. passe là-bas? Comment Pas ça se trop passe, dur? les beaux-arts? Moi, j'ai pas trouvé ça dur. Alors après, il y a du travail. Tu Mm. es quand même censé faire des livrables qui sont assez costauds, parce que en fait, in fine, quand tu passes ton diplôme aux Beaux-Arts, tu es censé sortir avec un diplôme d'artiste. Et en fait, artiste, c'est pas que sur le côté plastique. Mm. Tu as aussi tout le discours que tu as avec tes créations, avec ton œuvre, on va dire. Ouais. Donc ça s'apprend. Mais les Beaux-Arts, ça a été pour moi
je pense que j'aurais pas pu faire mieux en termes d'études. Ah ouais? Parce que ça a été vraiment un moment très appréciable. En fait, aux Beaux-Arts, moi, de ce que j'ai ressenti, en fait, on t'apprend à te connaître Mmh. dans ta créativité. Tu découvres des nouveaux médiums. Donc, ça peut être de la sculpture, de la peinture, du dessin, euh, des logiciels, de l'installation, de l'happening. Et tout ça, c'est grâce à cette école-là que tu apprends à te... Parce que c'est quand même un luxe Mmh. de pouvoir prendre le temps de le faire. Parce que si c'est que sur tes week-ends ou sur ton temps perso, tu n'as pas le temps de tout faire. Donc, C'est pendant combien de temps, les Beaux-Arts? eh ben, en fait, c'est soit 3 ans, donc tu as ton diplôme, et Mmh. après, tu peux enchaîner sur un master. En OK. fait, 3 ou 5. OK. Voilà. Et toi, tu as fait combien? Moi, j'ai fait 3 ans. Ouais. Et j'ai obtenu mon diplôme. Après, j'ai commencé ma 4e année que j'ai arrêté en cours de route pour des raisons qui ont fait que c'était un moment où peut-être il fallait que je teste autre chose. Et puis, j'ai découvert l'entrepreneuriat à ce Ouais. moment-là. Donc, ça a eu une incidence aussi sur le début de mon master. Et voilà, j'ai arrêté en cours de route. Et après, j'ai souhaité aller en région parisienne pour terminer mes études. J'ai commencé un autre cursus là-bas. Ouais. J'ai vu que tu étais hôte d'accueil chez Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait. Donc, bah, Ça, en fait, c'était cool? c'était très bien. Ouais. Très, très bonne école. J'ai commencé un peu par... En fait, ça a été un peu un hasard. Si tu veux, c'est à l'époque où j'étais à Paris. Mmh. J'étais à Châtelet-Léal, je me souviens. Et il y avait un stand de barbe à papa gratuite. Et j'avais fait la queue avec mon petit frère. Et il y avait un jeune homme avec une tablette qui est venu nous voir et qui nous disait, bah voilà, en fait, on offre des barbes à papa. Non, juste, il faut remplir un petit questionnaire. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qui est ton employeur? En fait, c'était une maison d'hôtes à Paris. Et il m'a donné le nom, j'ai candidaté. Ouais. Et en fait, c'est une entreprise qui gère des centaines d'hôtes d'accueil et qui les place selon les profils. OK. Et moi, ils ont souhaité me placer sur Louis Vuitton. Donc au début, j'étais hôte d'accueil vraiment basique. Donc servir des verres, champagne, tout ça. Et après, au fur et à mesure, ils m'ont confié un peu plus de responsabilités où je m'occupais des prises de rendez-vous clients, mise en relation entre les boutiques avec les clients. Vraiment, je faisais du service client et j'ai fait toutes les boutiques de Louis Vuitton à Paris. OK. Voilà. Donc, tu en gardes un très bon souvenir, Ouais, finalement. très bonne école, très rigoureux. Ça paraît combien de temps? Combien de temps je suis resté à Paris? Ouais. Non, À Louis l'hôte Vuitton, d'école. ouais, à peu l'hôte près d'école, 2 ans. Ouais, À peu 2 près ans. 2 ans, ouais. Ouais. Alors, c'était pas tous les jours. Mmh. C'était à peu près, je sais pas, 10, 15 heures par semaine. C'était les samedis et les dimanches. Et du coup, ça t'a permis de te faire un premier revenu, j'imagine? Alors, je travaillais en parallèle. Donc, Ah oui. je faisais mes études. Je travaillais à Decathlon aussi en tant Ah oui, que OK. vendeur. Donc, j'ai fait ça pendant 6 ans. Moi, dès que j'ai commencé mes études, j'ai trouvé un job étudiant. J'ai passé 6 ans sans avoir de week-end. Et en fait, bah, je travaillais à Decathlon le samedi. Et en fait, tout le temps que j'avais, Paris, c'est une ville qui coûte cher. Puis je voulais pas m'ennuyer, donc en parallèle, je travaillais sur Louis Vuitton. Donc le dimanche, certains mercredis après-midi, donc voilà, j'arrivais, j'avais des semaines bien complètes. Et non, j'avais les deux, ouais, je faisais les deux boulots. Tu parlais un petit peu de Decathlon. Moi, j'ai eu des retours. Ouais. T'as mené ton enquête? Exactement. C'est surtout que je travaillais avec quelqu'un qui était un petit peu ta supérieure. Ah oui, ouais. Tu vois de qui je parle? Ouais. Elle m'a dit que très sérieux et que du coup, elle a beaucoup aimé et toute l'équipe avait adoré travailler avec toi du coup à Decathlon. Ok. Du coup, ça va dans le même sens de comment tu racontes un petit peu ton parcours à Decathlon, mais pas que, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est super intéressant d'avoir ta vision à toi, alors que j'ai une autre vision à côté, tu vois, un peu plus pro avec ouais, en mode collègue un petit peu. Exactement, tu vois. Bah, franchement, bien. c'est top. C'est toujours intéressant d'avoir ces retours-là parce que c'était une expérience très agréable. Et en réalité, je pense que ça a été très formateur parce que Decathlon, il faut savoir que c'est une boîte, déjà, c'est une entreprise française. Donc, il y a cette fierté-là aussi de travailler dans une entreprise française qui s'est développée à échelle internationale. Bien sûr. Ils ont des centaines de magasins en Chine, en Inde. Donc, déjà, ça, c'est top. Et en plus de ça, c'est une entreprise qui a été plusieurs années consécutives. Alors, je ne sais pas où ça en est, je n'ai pas suivi, mais considérée en France en étant l'entreprise dans laquelle il fait le plus bon vivre de travail. En termes de qualité de travail, au niveau des équipes, Alors, j'ai pas été payé par Decathlon pour dire ça. Je te dis ça en tant que... Non, il n'y a pas de problème. Et tu vois, pour avoir bossé à Nevers, j'ai fait 2 autres Decathlon à Paris. Ouais.
notamment un gros décathlon avenue de Wagram, tu vois, pas très loin des Champs-Élysées, où vraiment ça envoyait, où c'était voilà, très, très chaud en termes de fréquentation. Mais voilà, Decathlon, c'est une entreprise qui prend quand même soin de toi, Mmh. dans lesquels tu as des avantages. Et puis, c'est la façon de faire. Moi, ça a été très formateur aussi pour ce que je développe aussi en parallèle dans le monde du textile, Ouais, ouais. où aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de toutes mes expériences, que ce soit Ouais, dans ça le t'a bien luxe et le aidé, côté quoi. sportswear. Ça m'a énormément aidé. Mmh. Même sur la vente, en fait. Parce que moi, de base, j'ai pas un profil de vendeur. Mmh. J'ai jamais fait d'école de commerce. Aujourd'hui, je fais du commerce toute la semaine, tous les jours, Mmh. mais j'ai jamais été formé sur ça, à part justement sur ces boulots-là. OK. Donc, accompagner le client, tu as des clients qui sont super satisfaits, voilà. Et voilà, je suis très content en tout cas d'avoir fait ça et d'avoir mélangé ces deux expériences. On va envoyer ça à Decathlon, du coup. Voilà. On va Si essayer de on gratter une peut, petite, un petit sponsor partenariat ou pour quoi. l'année prochaine. Exactement. Non, du coup, en même temps, tu parlais de l'influence que des Decathlon. C'est pas du tout une question, mais Mm, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Decathlon, c'était une petite entreprise, petite, mm, mm, à l'époque. mm, Et quand on voit que, par exemple, l'année dernière ou cette année, Kanye West, ou Ye, ça mm, dépend comment on mm, mm, l'appelle, il s'est habillé tout en Decathlon pour la Fashion Week. mm, Je veux mm, dire, mm, mm. c'est incroyable qu'on en arrive à là, quoi. Ouais. Enfin, En fait, Decathlon, je trouve, il y a et nous, c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en place avec NG's Boutique. mmh, C'est que c'est un magasin qui est, comment dire, je vais dire intergénérationnel, ça c'est sûr, mais qui s'adapte à toutes les classes sociales. mmh, C'est-à-dire que tu as de l'entrée de gamme, c'est sûr. tu as des produits qui vont être un peu plus chers, on va dire un peu plus quali. Et ils ont réussi à faire ça et réunir tout le monde dans le même, dans le même lieu, tu vois. Ouais. C'est pas un magasin pour telle ou telle classe sociale. Et ça, je trouve que c'est fort. Déjà, c'est dur à mettre en place. Et dans le style, Mmh. tu vois, par exemple, je sais que le rayon chasse, tu as énormément de gens qui sont venus en fait acheter de la sape au rayon chasse juste parce qu'ils trouvaient ça Ouais. fashion. Alors qu'en réalité, on est dans la Nièvre. Les chasseurs, on les voit, on les connaît, c'est du orange, c'est des couleurs qui sont sûres. Mais ça, voilà, Mmh. ça fonctionne. Et j'ai vu l'évolution entre le moment où j'ai commencé C'était en quelle et année, à ça? la fin. Moi, j'ai dû commencer en 2013, je pense, Ah oui, ça fait quand même, 2013-2014, ouais, ouais. 10 ans. Ouais, 10 ans, tu as ouais, pu ouais. voir un Ouais, ouais, c'est ça. ça, Et c'est aujourd'hui, sympa, je ça. vois les modèles qu'ils font. En fait, Mmh. aujourd'hui, tu peux aller à Decathlon pour te faire un outfit. Ouais. Avant tout, du coup, tu étais, un rappeur. Enfin, tu es, sous le nom d'Icône. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, enfin, avant qu'on en vienne à la question, hem, pourquoi tu as enfin, comment ça se fait que tu as créé Icône? Enfin, l'artiste derrière tout ça? Eh ben, écoute, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, on est en quoi? Je suis au collège à ce moment-là. Je crois que Ouais. je dois être en 6e ou 5e. Et donc collège à Dambio, au Banlé. Et je me souviens, il y avait des jeunes, enfin qui sont aujourd'hui des amis, qui enregistraient des sons. OK. Et moi, j'ai toujours eu un profil, on va dire, créatif. Donc de création, que ce soit par Mmh. n'importe quel médium, que ce soit sur de l'écriture, sur de la peinture. Moi, j'avais déjà écrit un peu de texte, tout ça, ça me plaisait, mais j'avais jamais passé ce cap-là. Et je les entendais, ils écoutaient sur un téléphone portable un enregistrement qu'ils avaient fait. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, je me suis directement branché avec eux. Je leur ai dit, mais comment vous avez fait? Et en fait, donc, je me suis mis dedans, un peu par défaut. Peut-être que ces mecs-là, ils seraient en train de faire du graphe. Ah, je me serais mis dans le graphe. Donc, en fait, voilà, c'était cette opportunité-là. Et après, ça m'a plu, surtout sur le côté aussi engagement. Parce que c'est une tribune, ça te permet de véhiculer aussi Des idées? messages, des idées. Il y a le côté scénique aussi que je trouve Mmh. super intéressant. Et puis, donc voilà, comment est-ce que ça s'est déjà créé au début, c'était surtout Pardon. Et à l'époque, il y avait on parle à cette époque-là, c'est le développement des applications. Mmh. Les applications commencent à arriver, tu as les premiers iPhone 2, 3, tu vois, qui sont... Il y a le côté, moi, vu que j'étais un peu dans le truc de dessin, le côté un peu iconographique, Ouais. que je trouvais ça intéressant. Et je me disais, en fait, si moi je fais de la musique, je me prends pas au sérieux, je suis juste une image. Je suis une forme d'icône, tu vois. Mmh. Comme un icône d'ordinateur. Donc Ah oui, c'était d'accord. plus par rapport à ça. OK, c'était pas dans le sens, je suis une star, Pas une du tout. icône comme ça? Pas du tout. OK. Ouais, non, non, pas du tout. Et je me suis jamais justifié sur ça. On m'a jamais dit, ouais, mais tu penses être. Mmh. J'ai fait ça, et puis a priori, en tout cas, ça avait pris à l'époque. Donc, on arrive au collège, 5e, 6e, 5e, 4e, 3e. Là, au niveau de la 3e, on avait déjà commencé à faire pas mal d'enregistrements. Mmh. On faisait déjà un peu de bruit, on faisait déjà un peu de clips. Et on n'était pas beaucoup à Nevers à faire ça. Mmh.
Donc, on avait une certaine exposition, en tout cas à échelle locale. Et à l'époque, on avait même fait des concerts, on est allé jusqu'à Cherbourg. On était pas mal soutenus, nous, par la maison de quartier, par le centre social, Ouais. à Du Banlay. l'époque du Banlay. Mm. Je pense notamment à des profils comme Florent Lenoir, Fadoua Lambarki-Loussif, Salam Daoui, qui nous ont ouvert les portes du centre social pour faire des ateliers d'écriture où ils ont appelé des intervenants parce qu'ils voyaient qu'il y avait une appétence et que si on faisait pas ça, en fait, on le ferait autre part ou on le ferait carrément pas. Donc, et nous, on a répondu à ça. Ils nous ont permis d'aller faire des représentations, des scènes à droite, à gauche. Donc, ça s'est construit, ça s'est professionnalisé. Si tu veux, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On n'a pas fait ça pour un objectif particulier. On a fait ça vraiment pour passer un bon moment, kiffer. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris aussi. Donc là, on parle de jeunes collégiens qui font de la musique, il n'y avait rien de professionnalisant. Après, par la suite, au lycée, post-bac, ça rentrait dans quelque chose d'un peu plus sérieux, plus de concerts, des collaborations, un peu plus de temps, des studios. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, où ça fait à peu près 2 ans que je suis présent sur la musique, mais sous une autre forme. Ouais, on va en revenir un peu plus tard. Alors, juste pour conclure un petit peu ce passage-là, ce qui est marrant, j'en ai un petit peu discuté avec toi avant, c'est que moi, j'étais parti avec le centre social de Accord-de-Loire. Ouais. Enfin, des bords de Loire, quoi. Et c'était à l'étang de Bay ou quelque chose comme ça. Et je me rappelle, du coup... Ah non, même pas, c'était sur quelques jours, un sorte de camping, quelque chose comme ça. Et en fait, le dernier jour, c'était toi avec Billy. Ouais, je me souviens, c'était à Basol. Ouais. Exactement. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop génial ce qu'ils font. Et aujourd'hui, tu vois, on est à côté, je te pose des questions, on fait un petit peu un parcours de ta vie. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais en bas de la scène. Et là, maintenant, je suis à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça tue. Ce qui est fou, quoi. Et du coup, tu as encore des contacts avec Billy, par exemple? Eh ben, Billy, donc on est un peu moins en contact qu'avant, mais c'est plus une question de temps, peut-être? de parcours. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu sais, moi, quand je me suis lancé dans les projets un peu textiles, j'ai mis de côté toute la partie musique. Donc, effectivement, ça a été une belle époque. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas spécialement continué. C'est plus une question de trajectoire. Mais je regrette à aucun moment tout ce qu'on a fait. On avait un bon binôme, donc c'était le groupe à l'époque, Secteur Militant. Exactement. Voilà. Ouais. Chez les hommes, anonymes au téléphone. On n'est pas dans leur école car ils kiffent la télécon. Et c'est les mecs pas trop rusés qui paient les coms. Et c'est comme s'ils étaient chez Mytho Télécom. Bref, je parle des charlatans à haine. Si t'es victime de leur trou, c'est normal que t'aies la haine. Car ils font tout pour pas que tu pues la victoire. C'est pas des mésaventures qui racontent, mais c'est des histoires. Et donc, tu vois, comme son nom l'indique, on n'était pas là pour... donc, Secteur Militant, l'objectif, c'était aussi de rapper et de dire des choses. Et c'est marrant que tu me parles de cet événement, parce que donc, en fait, tu me parles du challenge intercentre. C'est-à-dire que tous les centres, à l'époque, je ne sais pas s'ils le font encore, se réunissaient. Voilà, c'était autour de Bay. Exactement. Camping. Et il y avait des épreuves toute la semaine. Et moi, je participais pas au challenge intercentre. Et il y avait Billy qui était donc avec le centre du Banlay. Et on faisait pas mal de scènes à l'époque et on voulait lui faire la surprise. Moi, je suis arrivé avec un animateur le dernier jour, pour la dernière fête, avec ma petite clé USB, mon ordinateur, et pour faire un concert. Donc lui a eu la surprise. Et tout le monde a eu la surprise. Et le soir, on avait fait un concert. Et on était raccord, parce qu'on avait déjà plein de sons qu'on faisait tout ensemble. Et c'est vrai que c'est marrant que tu m'en parles, parce qu'en fait, clairement, on parle d'un endroit, donc la ville, pour ceux qui veulent aller regarder sur Google, Basel. S'il y a 30 habitants, c'est le bout du monde. C'est au milieu de nulle part. Et du coup, il y avait une petite salle des fêtes, je me souviens. C'était bien rempli, en vrai. C'était le kiff. Ah bah, franchement, maintenant, avec du recul, en fait, je me rends compte. Puis en plus, c'est une époque un peu innocente. C'est-à-dire qu'en fait, tu calcules pas, t'as pas les snaps, t'as pas les vidéos, t'as pas tout ça. T'es là plus pour là pour passer un bon moment, mais c'est donc tu vois, je viens de l'apprendre que t'étais dans la. T'étais avec Accord-de-Loire à l'époque. J'étais avec Accord-de-Loire, ouais. Mais c'est vrai qu'on avait fait une belle soirée, c'était chaud, c'était bien. On était jeune, beaucoup on avait de quoi, on avait de centres. je sais pas, on devait avoir peut-être 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Putain, ouais, un truc comme ça. Facile. Ouais. Mais c'est une folie parce que, tu sais, c'est quand je t'ai revu, on va revenir, mais à ta boutique, je me suis dit, mais ce mec-là, je l'ai déjà vu. Et après, j'ai été un petit peu regardé, je fais, ok, il a fait ça comme clip, etc. C'était les étoiles. Les étoiles d'Orient. Voilà, les étoiles d'Orient.
Étoile d'Orient, mort ou vive, tu sais qu'on est les étoiles d'Orient. Allô Gaza, ce matin on se lève et c'est plus le même décor. Y a eu comme un rasage d'espoir qui n'aurait laissé que des corps. La mort ne fait que passer, bloqué dans le passé. Elle veut plus se déplacer, les hôpitaux sont dépassés. Non mais c'est pas du cinéma, j'ai 11 ans et j'en ai marre. J'écoute pas vos présidents, moi je préfère voir jouer Neymar. Faire du vélo sans les mains. Mais bon on sait pas, on nous dit qu'on n'est pas les mêmes. Y'a même un mur qui nous sépare, qui nous a privés de nos souvenirs. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? J'aimerais courir et leur dire stop, à en choper des points de côté. Papa est parti loin d'ici. Et donc, à ce moment-là, je l'ai déjà vu, mais c'est sûr. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis couché, le lendemain, je me suis dit, ce mec-là, je l'ai vu en concert quand j'étais tout petit, c'était incroyable. Et après, je me suis dit, ah ouais, il était avec, du coup, avec Billy, etc. C'était une époque, tu sais, que je suis heureux de m'en souvenir, tu vois. Parce que du coup, comme tu le dis, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qui gâchent un petit peu la vue. C'est-à-dire que maintenant, on consomme un concert à travers un écran au lieu de le vivre clairement comme moi je l'ai vécu. Et donc, c'est un peu dommage, tu vois. Et donc, comme je te dis, j'étais heureux de me souvenir de ce moment-là, juste parce que je t'ai croisé. Parce qu'on s'était vu, fait. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, comme Donc, quoi, en vrai, hein, tu sais, des fois, tu vois, on parle de ça, il y a quoi? On est en 2024. Il y a plus de 10 ans. Peut-être, ouais, même plus, peut-être 15 ans. Ouais. J'ai l'impression que c'était à 5-6 ans, grand max, tu vois. C'est passé super vite. C'est sûr. Et ouais. On va continuer sur Icône. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens plus Icône ou Bilal? En fait, je me suis toujours senti Bilal, d'où le nom Icône, dans le sens où c'est juste on parle d'un pictogramme qui vient de temps en temps pour se mettre sur Internet et faire un petit peu de musique. Et j'ai toujours pris du recul sur ça. Et je pense que c'est peut-être même la raison pour laquelle j'en suis là aujourd'hui, parce que j'ai jamais voulu prendre de vagues. J'aurais pu faire des sons peut-être plus club ou parler de sujets faux qui me concernent pas donc je me suis toujours senti moi-même. J'ai jamais eu ça m'est jamais monté au crâne et et je te dis ça dans le sens où c'est pour ça peut-être qu'on est là aujourd'hui, parce que peut-être que je serais rentré un peu dans le jeu du mec qui se sent vraiment artiste et qui sort un peu de son cadre, même si en vrai c'est du théâtre en fait, tu vois. Donc voilà, là je me sens plus moi. Et en soi, ça a toujours été le cas. On va dire Icône, c'est plus le masque que je peux mettre pour prendre le micro, prendre la parole. Icône n'a jamais pris le dessus sur Bilal, du coup? Non, je pense pas. Ouais. Non. Franchement, je pense pas. Bah, c'est bien. Après, c'est pas à moi de le dire, mais je me suis toujours imposé ça de façon très naturelle et même déjà dans nos contenus. Dans nos contenus, ça a toujours été déjà de se respecter soi. Et je dis pas que je suis fier de tout ce que j'ai fait, mais c'est plutôt dans le sens où tu vois que t'avais pas le niveau que tu peux avoir aujourd'hui, la façon dans laquelle tu t'entérimes, t'abordes mais on était très jeunes. Très jeunes, c'est-à-dire 13-14 ans, tu penses pas de la même manière qu'aujourd'hui. C'est sûr. Et du coup, pour terminer un petit peu sur Icône, il en est où, lui, Icône, à l'heure actuelle? Eh ben, écoute, Icône, ça existe toujours, dans le sens où il y a toujours des sons qui sont en ligne, moins qu'avant. Mais t'en sors quand même de temps en temps ou plus du tout? Non, plus du tout. Hein. Ouais. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a rien qui est sorti. Et ça t'intéresse pas de relancer genre une petite musique par an ou un truc comme ça? En vrai, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai donné beaucoup d'énergie dans ça. Donc si demain, il est question de remettre les gants, c'est qu'il y a une opportunité, c'est qu'il y a un sujet qui tient à cœur. Ouais, qui me tient à cœur. Mais quand je te dis un sujet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus professionnalisant. Ok. C'est-à-dire parce que sinon, je continue ce que je fais et de temps en temps, je me retrouve au studio avec des amis. C'est-à-dire que j'enregistre assez régulièrement. Mais c'est pas des morceaux où je me dis, vas-y, ça faut que ça sorte. Je suis dans une logique de sortir un pot de yaourt, le vendre et essayer de vendre d'autres pots, tu vois, genre au maximum. Ouais. Là, je suis plus dans un truc. Mais si demain, il faut sortir un pot de yaourt, c'est qu'il y a le réseau de distribution, c'est qu'il y a des opportunités des choses derrière, professionnelles. Ah oui, parce que j'ai investi beaucoup de mon temps, de mon argent, de mon job étudiant. J'étais très autonome. Je travaillais quand j'étais à Paris, quand j'étais étudiant, mon argent, je la mettais dans des studios, dans des clips. Mais c'était mon kiff, tu vois. J'ai jamais rien demandé à personne. Donc, si aujourd'hui j'investis, c'est que je veux un retour.
que ce soit financier Bien sûr. ou que ce soit même artistique. Parce que je parle souvent tu sais, en fait, les artistes aujourd'hui, ils se rendent pas compte. Par exemple, ils vont sortir un son, ils vont sortir un clip, mais en réalité, ils ont lancé une pierre dans l'eau en espérant que ça fasse un tsunami. Ah oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir que demain, tu sors un clip ou tu sors un son, ou tu sors un projet. Il y a toute une logique de communication autour, il y a de la strat, il y a du... Voilà, si vraiment tu veux s'y faire quelque chose. Après, tu peux jouer le truc de, voilà, tu lances sur les réseaux, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. Là, j'ai pas envie de mettre cette énergie-là. Par contre, mon intérêt pour la musique et pour le monde du spectacle, il se manifeste différemment. Et je pense qu'on y reviendra après. En fait, j'ai pas quitté la scène. J'ai pas quitté le monde du spectacle. J'ai pas quitté le monde du rap, même pour parler de façon beaucoup plus concrète. Et maintenant, on tire pas de plan. Ouais. On sait pas. La chose que tu détestes le plus dans l'industrie musicale? La chose ou les choses? Les choses. Les choses. Non, l'industrie musicale, après, il faut savoir, au sens large, hein, je parle même pas de rap, même de musique. On parle pas de personne, voilà, c'est juste... Bah, faut savoir que c'est un monde plein d'ego. Et l'ego, ça fait faire des choses qui sont... Ça m'a pas tiré que du positif, pour être tout à fait honnête. Dans la relation humaine, c'est pas spécialement un milieu dans lequel les relations humaines sont saines. Dès lors qu'on rentre dans de la commercialisation. Là, tu me prenais l'exemple de faire un concert gratuit en fin de challenge intéressante avec des centaines de jeunes. En vrai, c'est ça qui a... Mais déjà, voilà, le côté égo, je pense c'est pas une bonne chose spécialement pour ça. Après, l'exposition. Parce que mine de rien, en fait, tu t'exposes. Donc, tu prends ce risque-là que le public ait une opinion sur toi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais on voudra avoir une opinion sur toi. Alors que toi, de base, tu as juste envie de partager ton art. En tout cas, pour les points néfastes, un petit peu. Et puis je pense que, enfin, je l'ai pas vécu, mais sur des retours d'expérience, même le monde du spectacle en règle générale, il faut avoir aussi les reins solides et les nerfs solides parce que c'est de faire des sacrifices. Si au niveau familial, si demain tu es un artiste qui fonctionne, t'attends pas de faire tes 35 heures semaine, de rentrer chez toi à 18 heures, voir ta famille, t'as plein de... T'es beaucoup pris par le temps. Et puis voilà, tu donnes de ta personne, t'es exposé, peut-être que s'il y a des gens qui te reconnaissent, parce que déjà moi je me suis juste à mon niveau, alors que je suis vraiment en bas j'ai jamais fait ça pour ça, tu vois. Des fois t'es pas incognito, alors que des fois t'as envie d'être tranquille en fait incognito. Donc je me dis ceux vraiment qui sont très exposés, surexposés, ça doit être très difficile à vivre. J'imagine. Sinon ils partent à Dubaï. Tranquille. Mais voilà, je pense que ça c'est sur les côtés. Après il y a aussi du positif. Oui, je pense que c'est 50-50. Mais tu penses qu'il y a beaucoup plus de positifs ou de négatifs à être connu? Franchement, je pense 50-50. Ouais. Je pense qu'il y a 50% franchement, je pense qu'il y a 50% de trucs positifs, 40% de sujets négatifs et 10% de sujets immondes. Horrible. Okay. Vraiment. Ok. Voilà. Du coup, pour rester un petit peu dans la musique, d'où est venue l'idée de Mon Flow? Parce qu'on en parle. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que Mon Flow? Là, on est à 1 heure de rentrer en piste. Comment? C'était plus que chaud, mon ref. C'est une très bonne opportunité qu'on nous donne. Pour la jeunesse, c'est un gros point sur la table. Prochaine compète, j'ai envie de la gagner. On est venu là pour rendre des coups de mon pote. C'est un peu la pression. Normalement, je suis jamais stressé. Aujourd'hui, c'est chaud. Donc Mon Flow, c'est une scène tremplin, 100% hip-hop qu'on a organisée dans la Nièvre. Et cette scène-là, c'est né de mes expériences antérieures déjà en tant qu'artiste, où j'ai participé à des festivals, notamment en région parisienne. Je pense au Buzz Booster, où je suis arrivé demi-finale Île-de-France, qui est l'un des plus gros l'une des plus grosses scènes tremplin hip-hop en France. Red Journal Festival, l'Artiche Open Mic, et tout un tas d'open mic différents. Et en fait, je trouve que c'est ce qui manquait moi aujourd'hui à Nevers, le côté compétition. À savoir qu'une compétition, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert
à créer du réseau entre les artistes. Ça sert à faire en sorte que les artistes progressent parce que c'est dans l'échec que tu progresses. Parce qu'en vrai, c'est cool. Moi, j'aime bien, même en tant que public, t'as 20 artistes au début de la soirée ou 10, et puis à la fin, t'en as qu'un. Donc, ça alimente un peu le côté un peu compétition que je trouve intéressant. Et voilà d'où c'est né. Donc, en fait, le flow, déjà, le terme mon flow, c'est parce que vu que c'est porté par un projet d'une marque de vêtements de textile, donc il y a 10 boutiques, qui est une marque que j'ai créée. Il y a le côté le flow dans la mode et le flow dans la musique. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a un merchandising qui est mis en place autour de ça. Il y a des t-shirts, tu vois. Donc en fait, voilà, c'est né de là. Je voulais apporter ça en fait dans ma ville. J'ai pris un peu de tout ce que j'ai trouvé intéressant. Je l'ai fait à Nevers donc l'année dernière et ça a plutôt bien fonctionné. Et là, en année 2, en fait, la première année, on a fait sold out. Il y avait des artistes de Bourges et Nevers. Et là, cette année, on a passé un cap. On a élargi, on a rajouté 2 villes, donc Paris et Orléans. Et je suis très satisfait Il y a toujours des choses à améliorer, mais je suis très satisfait de la façon dont laquelle ça s'est passé. Ouais. Alors du coup, tu as un petit peu résumé l'aventure de Monflo, mais pour du coup la saison 1, j'ai pas trouvé le nombre exact de participants. Il y en avait combien à peu près? Sur la saison 1? Ouais. 11. 11? Ouais. Du coup, 2 villes, tu l'as dit, Nevers, Bourges. Et le gagnant, du coup, Bigna. Tiens pas là-bas, j'ai déjà entendu la foule crier. Comme si je vois vers la place à railler, je crois que j'aime trop les femmes. T'as quelques-unes qui me connaissent. Le soir, je peux être dans une serre, le matin dans une ex. T'as toujours des bons contacts avec lui? Très je bien. le vois très souvent aux alentours des projets. Bien sûr. Indies, tout ça. Faut savoir que là, sur la saison 2 de Monflo, il nous accompagnait. Il était sur toutes les dates de présélection et de sélection. Déjà, d'une part, parce qu'il a fait dans chaque ville où on est allé, il a fait des showcases le soir. Okay. Ça fait partie de notre engagement aussi sur le fait de le faire gagner, c'est qu'il soit présent sur les autres villes. Parce qu'il était dans le jury des 4 villes de présélection. Et parce qu'il est là depuis le début et qu'il kiffe le projet. En fait, pour l'anecdote, avant Monflo saison 1, il y avait un Monflo saison 0 qu'on a fait en 2020, enfin l'année après le Covid, donc 2021, dans un studio dans lequel Bigna était l'un des créateurs, qui s'appelait le studio Unsigned. Okay. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je connais donc c'était à Nevers, donc c'était rue de Nièvre. Et ce studio-là, on avait fait une collaboration entre le studio et la marque de vêtements. Et on avait fait ce soir-là, donc il y avait concert et défilé. Et j'avais appelé ça Monflo. Ok. Et en fait, quand j'ai voulu lancer le concours officiel, vraiment, je cherchais un nom. En fait, je me suis dit, mais en fait, le nom, je l'ai sous les yeux depuis 2 ans. Donc ça va s'appeler Monflo. Et du coup, j'ai lancé ça. Et Bigna, il était là, en fait, il faisait partie de ces... Dès le début, du coup. Dès le début, Bigna, en fait, il est là. Ok. Alors, il n'y a pas eu de favoritisme. Ouais. Parce qu'on avait un jury aussi extérieur. Mais s'il est là aussi, c'est parce qu'il est intéressé par cette culture, parce qu'il bosse, parce qu'il travaille pour ça. Donc, sa victoire, elle est amplement méritée. Ouais. Du coup, juste pour rester du coup sur le gagnant de la saison 1, ouais. Il a prévu de sortir un projet ou... Alors, il a sorti des singles. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Après, le fait de sortir un projet, il faudrait lui poser la question. Il faudrait que ce soit le 3e invité. Pourquoi pas? Mais cette question, je pourrais pas y répondre. Non, parce que je te pose à toi, parce que finalement, il est beaucoup avec toi, beaucoup avec Endis, avec Monflo. Ouais. Et je le vois beaucoup sur les stories, sur les événements du coup que toi tu parles. Et du coup, je me suis dit peut-être que tu allais le produire ou quelque chose comme ça. Alors en fait, c'est pas un manque de volonté de notre part. Mais Monflo, quand tu le vois, ça paraît gros événement, un truc. Mais parce qu'on a mis toutes nos forces et on a fait les fonds de tiroir pour proposer ça. Parce que du coup, juste, je te coupe, ouais. Mais là, pour cette saison 1, c'était à la Maison de la Culture. C'est ça. Ce qui est quand même énorme pour une première saison. Enfin, pour moi, je trouve. On a loué la salle. Ouais. Donc, oui, bien sûr. On aurait pu faire ça à Bercy aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est énorme comme première saison. Alors, c'était dans la petite salle, donc, dans la salle Paul Lauberti, mais on a fait quand même sold out avec une capacité de 250 personnes. Tu vois, c'est déjà ça. Voilà. Mais effectivement, le lieu s'y prête. Après, la maison aurait très bien pu nous dire aussi, loc ou pas loc, le projet ne nous intéresse pas. Ils nous ont fait passer en plus pour être transparent sur des tarifs partenaires, ils nous ont super arrangé. Mais si tu veux, on n'a pas fait d'appel à projet pour voir s'ils pouvaient nous accepter. On leur a donné un livrable super solide, d'une 20aine de pages. Tu vois, chaque année, je fais un gros dossier de présentation pour crédibiliser. Tu vois, c'est la première étape. Ils ont trouvé le projet intéressant. On a eu des réunions. Ils ont vu que c'était super carré. Et
Et du coup, voilà comment on a réussi à le faire là-bas. Après, il faut savoir que la salle Paul Lauberti, c'est pas une salle qui initialement est prévue pour ce type d'événement. Ok. Donc, il y a eu des petites carences au niveau sonore. Tu l'entends pas trop en vrai, mais je te dis ça parce qu'on essaie d'atteindre la pointe en termes de qualité. Et ils en étaient parfaitement conscients, tu vois. C'est pas une salle qui est faite pour ça. En termes d'insonorisation, en fait, on a pris une salle de théâtre dans laquelle on a mis une scène. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà, et cette saison 2, c'est pour ça qu'on a voulu la faire aussi dans un endroit un peu plus grand. C'était très ambitieux. Après, c'est une salle qui est plus propice à ça, du coup, sur le Café Charbon. D'ailleurs, t'étais pas là la saison 2. Non, je suis pas venu, j'avais du travail. Tu seras là pour la saison 3. Exactement, là, par contre, je serai là. Juste par rapport à... On parlait de... Comment on appelle ça la maison de la culture. La maison, ouais. Pour moi, je me suis dit, pour un premier événement, tu vois, je pense à naturellement Esgo. Tu vois, ils ont une salle qui pourrait totalement être... Enfin, je sais pas si tu vois la salle de Coach. Non, je vois très bien. Et je me suis dit, il aurait pu commencer par une petite salle comme ça, mais il a commencé quand même par la grande porte, on peut dire. C'est vrai. Ah oui, bah c'était. Du coup, tu as voulu faire un petit peu quand même montrer que du coup, c'était pas pour rire, tu vois, je pense. Alors déjà, c'est sûr que c'est pas pour rire. Si on met les mains dedans, c'est que c'est pas un truc pour être. Mais on savait qu'il y avait une appétence sur ça et que ça allait marcher. Enfin, que ça allait marcher. En tout cas, sur la saison 1, alors qu'on connaissait rien, c'est très dur déjà de fédérer sur un projet qui n'existe pas. C'est-à-dire, tu vas vendre un truc à des artistes, le projet n'existe pas encore. Ouais. On a mis le paquet, on a fait beaucoup de vidéos. Chaque artiste, on a fait une petite vidéo de présentation avant qu'il monte sur scène. Ça. Donc, en fait, déjà, nous, ça nous a permis de se crédibiliser déjà auprès des artistes. Parce que c'est eux les premiers qu'il faut convaincre. La salle de spectacle, si moi, ils me connaissent, ils ont entendu parler de moi, ils savent que je fais des projets. Il n'y a pas une salle à Nevers, je pense, sur laquelle on n'a pas mis en place un événement. Donc, une fois que tu as les artistes en soi, sur ce type d'événement, chaque artiste fait aussi sa promo à lui. Donc, tu peux remplir en fait assez facilement. Et pour répondre à ta question, la salle de la Grande Pâture, ça aurait très bien pu le faire aussi. Maintenant, nous, on essaye aussi, tu vois, dans notre démarche, de fédérer des gens dans des lieux peut-être beaucoup plus symboliques. Et qui donnent peut-être un peu plus envie. Bah en fait, qui donnent un peu plus envie. Une maison de la culture. Les gens connaissent un peu plus. Ça aurait été le centre social Esgo, ça aurait pu, qu'on soit sur une zone prioritaire ou pas. Mais peut-être que je sais pas, en fait, c'est une question qu'on se pose, c'est une question ouverte, j'ai pas la réponse. Demain, tu as un artiste, par exemple, d'un quartier, tu dis on va faire un événement rap dans ton quartier. Donc, quelque part, tu le sécurises un peu. Et nous, c'est pas ce qu'on recherche. Aujourd'hui, c'est de se dire on fait sur des projets qui fédèrent tout le monde. Donc, on va être dans des lieux publics que tout le monde connaît, que tu viennes d'un quartier, que tu viennes du centre-ville, que tu sois d'un milieu modeste, que tu sois d'un milieu aisé. Et en vrai, faut que ce soit dans des lieux un peu officiels si on veut se donner ces moyens-là. Donc, j'ai peur en allant sur des zones, mais rien ne nous empêche de faire la présélection là-bas, par exemple, l'année prochaine, tu vois. Je suis pas fermé, j'ai déjà fait des événements au centre social. On travaille justement sur un événement au centre social, pour être tout à fait honnête avec toi. Rien à voir avec la musique. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, on s'est donné les moyens de le faire et ça a fonctionné. C'est pour ça que là, l'idée, c'est... On a même pensé à le faire ici au Petit Théâtre. On a même pensé à le faire à la Maison de la Culture dans la grande salle. Et après, c'est des questions de coût. Et ce que je te disais juste avant, c'était pour répondre à ta question sur Bina, sur le fait de produire ou pas. C'est un projet qui a en partie été autofinancé. On a des partenaires aussi qui nous ont aidés. C'était porté par une entreprise, donc la subvention publique, on n'y avait pas spécialement le droit. C'est pour ça qu'on a recréé un nouveau statut aujourd'hui pour le porter en mode associatif, pour moins mettre la marque en avant maintenant que c'est lancé. Mais produire, c'est une très forte responsabilité. Mais aujourd'hui, déjà, faire de la mise en relation, de la mise en réseau, de le mettre en avant au max, l'artiste aussi, on va dire, on se partage le travail à 50-50. Parce que normalement, le finaliste ou le gagnant de Mon Flow, que ce soit saison 1 ou saison 2, c'est des artistes quand même qui sont dans une démarche de travail, de visibilité, qui sont là pour Donc, en soi, on sait qu'ils sont déjà dans cette démarche-là. Je pense pas qu'il y aura un jour un gagnant de Mon Flow qu'on aura sorti de sa chambre juste parce qu'il est bon. Ça peut arriver.
Mais souvent, voilà, ils sont déjà prêts, ils sont déjà dans une logique ils ont déjà des pros. Parce que dans les critères de présélection, avant même de faire la grosse finale, il faut qu'ils aient quand même des sons en ligne, un profil en comme streaming, des rookies, clips. en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, quand même. Et donc, voilà, c'est pour ça que on a fait des présélections cette année, chose qu'on n'a pas fait l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière, il n'y avait qu'une seule date. Là, cette année, on a fait 5 dates. 4 dates de présélection et une date de finale. Ok. Juste pour finir sur Esgo, tout ça, la salle, c'était pas pour te piéger ou quoi, c'était juste... en fait, moi, je pars dans l'idée où... moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir le maire en première invité, et c'est eux qui m'ont proposé, par exemple... comment ça s'appelle j'ai déjà oublié. Ça va aller. D'avoir une mise à disposition. Non, enfin, tu sais, la mise à disposition du village vers Otakos, là. Le village Baïséa. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et donc, j'ai eu la chance que ce soit eux, du coup, qui m'orientent sur ce truc-là. Et je suis un petit peu allé au culot pour avoir sur cette scène-là. Mais je me suis dit, mais tu sais, quand tu pars avec quasiment rien, même si toi, tu as quand même une renommée, tu vois, maintenant. Ouais. Et du coup, moi, je me dis, quand on est quasiment personne comme moi, avoir la possibilité d'avoir Esgo est beaucoup plus envisageable que d'avoir la Maison de la Culture, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me suis dit, c'est super d'avoir la Maison de la Culture comme première saison, première finale, premier lieu. Pour moi, c'est super symbolique. Tu vois, Maison de la Culture, c'est énorme comme représentation. Et, tu vois, pour moi, tu le mets tous les ans là-bas. Pour moi, c'est un événement incroyable. Logique, ouais. Parce que c'est logique, tu vois, c'est de la logique, finalement. Tu vois. Et donc, c'était surtout ça, en fait. C'était pas pour te piéger, c'était juste pour rappeler que chaque salle est intéressante, mais il y a des lieux qui sont beaucoup plus symboliques. Tu vois. Et donc voilà. Non, mais j'ai bien compris que c'était pas pour me piéger. Bien évidemment, non. Puis ça m'aurait pas dérangé. C'est pas des pièges, c'est plus tu m'aurais challengé un peu en me disant mais pourquoi là et pas là. Mais tout ce qu'on fait en règle générale, c'est plutôt réfléchi. Et là, en l'occurrence, c'est des questions qu'on s'est posées. Il y avait d'autres options aussi, comme je te dis ici au Petit Théâtre. Voilà, il y a plein d'options possibles. Après, c'est vrai que faut quand même que ça envoie. Et en fait, à chaque année, c'est un investissement sur l'année d'après. Ouais. Tu vois, là, je pense qu'il nous fallait 2 saisons pour vraiment commencer mon flow. Parce que pour moi, mon flow, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour tous les artistes qui ont joué le jeu et tout, on va commencer à rentrer dans un truc sérieux à partir de la saison 3. Ok. On va y revenir. Ouais. Alors du coup, on a fini de parler de la saison 1. Venons à la saison 2. 39 participants, 4 villes, Bourges, Paris, Orléans, Nevers. Et le gagnant, cette fois-ci, The 16. Les choses un peu noires, des beaucoup d'histoires. Tu perds la raison quand t'as trop d'espoir. C'est des chaos quand elles volent, pas qui vont peine avoir avec toi si t'as des. C'est pas la star, dès qu'une rose que sur Insta. Paye 2 mois, et je me retrouve dans 2 jours. Les voir à 6 pas vrai, mais c'est qu'elle fleur attire les arbres. Tu vas que les photos venir de 2 millions de personnes définies, c'est pas vrai. C'est plus les rêves dans la parade, c'est plus les rêves dans la parade. Exactement. Encore. Comment s'est passée cette saison-là? Eh ben, un peu plus compliqué peut-être. Très très dur en termes de charge de travail par rapport à un événement indépendant. Mais on a réussi à relever le défi. Mais c'est vrai que c'était une grosse logistique à notre échelle. Hein. Si on se compare à des gros concours rap, c'est encore plus. Mais c'est 1 an de travail pour un résultat en fait, pour une soirée qui dure 2 heures, 2h30. Ouais. Ça s'est très bien passé. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc, comme je te disais, cette année, on a fait carrément 5 dates. Ouais. Donc, avec 4 dates de présélection dans chaque ville. Initialement, donc, on était censé avoir 10 artistes dans chaque ville avec 3 gagnants pour avoir 12 artistes pour la finale. Ah oui, d'accord, oui. En fait, moi, il me faudrait 10 artistes, mais je préfère en prendre 12. Parce que tu auras toujours des imprévus et tu auras toujours ce qui nous est arrivé. D'ailleurs, on en a un qui nous a planté à la dernière minute, la veille, à 23h. Ah, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'on a eu que 11 participants pour la finale, mais avec un objectif de 10. Donc on n'était pas trop dans le faux. Mais ça s'est très bien passé. On a découvert des nouveaux talents. Dans le cahier des charges qui était de créer du réseau, on a clairement créé du réseau.
les rappeurs étaient très heureux, notamment sur la finale. Je pense au MC d'Orléans qui était plutôt stupéfait de voir l'organisation qu'il y avait derrière. Ouais. Parce que voilà, il nous disait aussi, voilà, il se rendait peut-être pas compte. Quand on a fait la présélection, on met pas le plus gros du budget sur ça quand même. Mais quand ils ont vu la finale, ils étaient très contents. Ouais. Donc ça s'est bien passé, ça nous a permis encore de pointer ce qui fonctionne pas. Parce que d'une année à l'autre, tu essayes de... Et du coup, ça veut dire que chaque année, tu es sur l'ajustement de la prochaine. Ah bah clairement. Ouais. Pour atteindre un niveau optimal. Ouais. Voilà. Mais tu vois, on a corrigé des choses. Mais en parallèle, vu qu'on essaie d'aller plus loin sur d'autres points, on s'est confronté à des nouveaux problèmes, à des nouvelles interrogations. Okay. Notamment, un truc tout bête. L'année dernière, on a eu des artistes de Bourges et de Nevers. Ouais. Donc, c'est des artistes locaux. C'est-à-dire qu'eux viennent avec leur public. Là, cette année, on n'a que la moitié qui viennent de Bourges et de Nevers. Et l'autre moitié, ils sont de Paris et d'Orléans. Ouais. Donc, eux, ils ont plus de mal, en tout cas dans la logique de remplir une salle. À Nevers, en plus. De ramener des gens de Paris et d'Orléans pour une scène tremplin que tout le monde ne connaît pas, sur laquelle ils sont même pas sûrs d'aller au bout. Donc déjà, j'y avais pas pensé, tu vois. Et pour remplir une salle, c'est un peu plus dur. Parce qu'à l'époque, c'était Bourges-Nevers, chacun avait 2-3 places, ils ont appelé les copains, copines, c'était du local. Et l'idée, c'est ça, c'est de s'ajuster à chaque fois par rapport aux années. Un truc tout bête, la première année, j'avais pas de ce qu'on appelle de régie technique. Où je me suis retrouvé sur scène, à contacter, à dire des noms d'artistes, et les artistes, ils étaient même pas là. Ah oui, d'accord. Donc je me retrouve en moment de solitude sur scène, devant 200-250 personnes, et ça, j'ai dit, moi, l'année prochaine, ça n'arrivera plus. Donc là, on avait une régie, Méloé, à qui je passe un grand bonjour, qui m'a aidé tout le long. Je lui dis, voilà, ton job, c'est de faire en sorte que les artistes, ils soient à l'heure, ici ou ici, de telle heure à telle heure. Il n'y a personne qui se déplace. Les pauses clubs, c'est à tel moment. Les pauses boissons, c'est à tel moment. Et pas de moment de solitude sur scène. Ça s'est bien passé. Ok. Voilà. Les artistes, quand ils avaient une question à me poser, ils venaient pas me la poser à moi. Ils allaient voir Méloé. Tu sais, je peux pas et gérer un événement, et faire la présentation, et faire la com, et répondre à la billetterie, et appeler les partenaires, et faire la course aux artistes parce qu'ils sont en train de... voilà, ils sont dans les loges, là. Donc là, je me suis dit... Et au fur et à mesure, plus on avance, plus chaque personne a un rôle défini. Et je pense que ça leur a plutôt plu, puisqu'on est plutôt une équipe, c'est dynamique, on est en fait à l'écoute, il n'y a pas de hiérarchie, c'est assez transversal dans ce qu'on fait. Moi, le premier à me sacrifier sur tous les trucs sur lesquels, tu vois, s'il faut que mes équipes elles mangent et que moi je mange pas, tu vois. Et ça, ils le voient, ils le ressentent, et ça, voilà, ça met un climat, en fait, je pense aussi de confiance. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça, plus on avance, plus on va être solide sur ça. Tu l'as dit tout à l'heure, mais cette finale-là, c'est passé au Café Charbon. C'était beaucoup plus simple d'aller au Café Charbon ou... Enfin, je veux dire, en termes d'organisation, c'était beaucoup plus simple au Café Charbon, parce que peut-être ils ont l'habitude d'organiser des événements comme ça. Ou alors, juste, c'était plus simple à la Maison de la Culture, parce qu'ils ont, en termes techniques aussi, peut-être, c'était peut-être plus simple. Alors, dans les deux cas de figure, il y a des équipes qui sont super pros, donc ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire qu'on avait nos techniciens son, nos techniciens lumière. Moi, j'ai essayé de les faciliter au maximum avec des fiches techniques très claires sur lesquelles ils étaient très contents, et eux, ça les a rassurés, tu vois, ça les a mis aussi dans un bon mood où ils savaient déjà dans quelle direction aller. J'ai fait même ça, tu vois, c'est un truc tout bête, mais j'ai fait toutes les fiches lumière. Ah oui, d'accord. Tout seul sur Photoshop. Et ça, en fait, ils savent qu'à tel moment, tout est timé. On n'a jamais eu de retard. Tout est timé. Donc, déjà, voilà, des deux côtés, pour répondre à ta question, au niveau technique, c'était plus simple. Maintenant, il faut savoir que l'année, on a fait au Café Charbon, on a fait à la maison. On avait l'option du charbon. Mais l'option du charbon, en fait, le charbon, si tu veux, c'est un projet sur le long terme. C'est-à-dire que on a mis en place un partenariat, en fait, autour de ça. Et c'était un peu, niveau timing, c'était un peu trop tard. À savoir qu'il y a eu un changement tu sais, la salle du charbon, donc c'est une salle publique. Il y a une association qui est en gérance là-bas, et il y a eu un changement d'assaut. Donc peut-être que eux, ils n'étaient pas encore, peut-être, avec tout ce qu'ils avaient à gérer, prêts à accueillir un projet comme Monflo sur le long terme. Ouais. La maison, j'étais déjà en contact avec eux, et puis voilà, la salle Paul Lauberti, ça me paraissait. Mais Café Charbon, c'est plus une salle qui est propice à ça.
Ouais. qui est tout aussi identifiable. Pour moi, il y a 2 salles en fait. À Nevers, tu as le Café Charmant et la Maison pour ce type d'événement. Tu as le petit théâtre aussi, mais Ouais. c'est des places assises. Nous, c'est pas trop le format. Mais sinon, on a été facilité à chaque fois des 2 côtés. Juste petit rappel, tu as dit 250 personnes pour la première saison. Pour la deuxième saison, il y avait combien? Et ben en fait, on a fait à peu près les mêmes. On était entre 250 et 300 avec les artistes. Tu vois, ça fait qu'augmenter. C'est-à-dire que la possible troisième saison Ouais. sera peut-être à 350, 400. Alors, à savoir que le Café Charbon, on était sur une capacité de 500. Ah oui, d'accord. Mais il y a des causes aussi qui ont fait que, peut-être au niveau de la com, au niveau de sur ce point-là, il y a peut-être des leviers qu'on aurait pu activer pour doubler la salle, que j'ai peut-être pas pris au sérieux. Mais c'est la cause à effet de tout faire. Ouais. Voilà, j'étais sur 10 000 francs en même temps. Et vu la vitesse à laquelle la saison 1, ça s'est rempli, je me suis dit, la saison 2, c'est tranquille. Coup de vibe, en plus, on monte, ça va être au Café Charbon. Mais non, en fait, fallait faire le marteau-piqueur. Mine de rien, on a sollicité toutes les structures, peut-être un peu tard, donc tous les centres sociaux, quelques foyers. Et tu vois, sur la saison 3, ça, c'est un travail en fait qu'on va pouvoir faire si la saison 3 là en juin. Dès le mois de novembre-décembre, on va déjà être en train d'activer ça. Ouais. Bah là, du coup, tu m'as mangé un peu de cours, mais j'allais te dire, une saison 3 pour Monflo est envisageable suite à la réussite des 2 premières. Tu viens de répondre. Alors non, elle n'est pas envisageable, elle est obligatoire. Ouais. Voilà. Là, on n'a plus le choix, ça va se lancer. Après, est-ce que tu n'as pas peur, juste je te coupe, mais est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait une sorte de lassitude par rapport à ce truc-là, en disant ouais, ça va faire 3, mais possible la 4e, il y aura moins de personnes parce qu'ils connaissent le format, ils n'arrivent pas à se réinventer ou j'en sais rien, tu vois, je peux imaginer des trucs comme ça, mais tu n'as pas peur que les gens adhèrent moins? Ouais. D'épuiser ce concept assez super en vrai, mais t'as pas peur d'épuiser ce truc-là? En vrai, c'est tous les ans, ouais. Donc ça laisse quand même 1 an. Là, on a commencé à fidéliser, donc dans le cas de figure, on le fait pas, ou dans le cas de figure, on le fait, ça fera jamais l'unanimité. Et ça, c'est normal. Mais on a des gens qui sont venus à la saison 1 et à la saison 2, et là, ils attendent la saison 3. Ouais. Maintenant, ça dépend de la façon dont laquelle on monte en puissance. C'est-à-dire que là, si on propose la même chose, je pense pas que ce soit intéressant. Il va falloir effectivement qu'on se réinvente et qu'on arrive avec du lourd. Avec de nouvelles règles ou Alors, nouvelles règles, déjà, il y a eu des nouvelles règles là, cette année. Ouais, c'est et peut-être avec les guests, tu vois, on nous a évoqué le fait peut-être de ramener un guest qui puisse faire un concert le soir après. Ça peut être sympa, ouais. Why not? À voir s'il y en a qui viennent pour l'un et pas pour l'autre, si les gens viennent pour Monflo, après ils partent. Mais sans rien te spoiler, on a des accords de principe avec certains partenaires des collectivités locales. On envisage peut-être plus de faire une coprod sur Monflo en vocation de faire un petit festival. Ouais, ok. Sur 1 ou 2 jours, enfin sur 2 ou 3 jours plutôt. Donc là, en fait, non seulement tu te réinventes, mais en plus de ça, tu arrives avec un truc super lourd et qui est censé s'améliorer à chaque fois. Donc là, si l'année prochaine, je te dis, bah Monflo, on aura le festival, plus peut-être un mini concours de cinéma dedans, plus des ateliers, plus un gros showcase le soir. Déjà, tu arrives avec quelque chose d'un peu plus construit. Beaucoup plus lourd déjà. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, tout seul, je pourrais pas... En fait, non, j'ai même pas envie de le porter tout seul pour la saison 3. À part si j'ai un gros partenaire privé qui vient. Mais moi, à titre personnel, tout seul, c'était un peu le deal. C'était que saison 1, saison 2, je mets de mon argent perso, de mon énergie. Et il faut pas oublier qu'il y a une captation vidéo qui a avec comme but Web TV Doc, c'est ça? Alors, Web TV Doc sur la saison 1. Saison 2, Web TV Doc, on réalisait un document Inside, donc dans les coulisses, avec des interviews d'artistes. Et là, on a sous-traité avec Beriscope, qui est une boîte de prod, qui filme notamment les événements directs. Donc en fait, là, on arrive avec un programme télé qui est déjà prêt, qui est monté. C'est-à-dire que si demain, on veut aller voir, sans citer de nom, mais une chaîne de télé, ça peut être en ligne, ça peut être... On arrive avec un programme qui est prêt, qui est monté. Et on leur dit, bah déjà, nous, la saison 2, on peut capitaliser dessus. Si vous voulez qu'on vous la fournisse déjà dans un premier temps. En plus de ça, est-ce qu'on ferait pas une saison 3 encore plus complète parce que ce qu'on leur vend, c'est effectivement le concept, c'est le présentateur. C'est moi qui anime aussi qu'on se le dise, hein, tu vois, c'est ça aussi, moi je prends plaisir à le faire parce que ça colle aussi à mon concept, à mon image.
je kiffe, tu sens que quand je suis sur scène, j'aime bien voir un peu la compète. Mais c'est plus les challenges sur la saison 1 et 2, c'était vraiment des tests pour vraiment monter en intensité. Donc, pour répondre à ta question, parce que je me suis un peu... j'ai pas peur d'épuiser le concept. Par contre, je suis conscient qu'on peut pas se reposer sur nos acquis. Ou si vraiment je sens que c'est chaud, je reprends une salle un peu plus petite. Tu vois, on peut reprendre la salle de la maison, ça se remplit assez vite. Voilà, je peux refaire un truc en local et tout. Mais c'est quand même risqué aussi d'aller sur d'autres villes. Ça coûte. Et voilà. Mais tu vois, on a eu des beaux jurys là sur cette saison 2. Je pense à un rappeur comme Flint, on va dire connu de la scène urbaine, et un journaliste comme Ismaël Mereghetti, qui est sur Move, et voilà, que moi j'avais rencontré dans des projets à l'époque à Paris, qui me suit et qui a trouvé le concept super intéressant, qui est prêt à réinvestir sur un autre, c'est bien ça. sur une autre édition. Et du coup, nous, ça crédibilise aussi. Et si demain on a une ouverture concrète, je sais pas, je te donne un exemple. Je sais pas si ça se fera avec Move ou pas avec Move. Demain, on est en partenariat avec une radio. Le gagnant, il a la possibilité de faire une émission, d'être. Voilà, ça rajoute encore un peu. Et on aimerait bien mettre un cash price. Ah oui. Déjà, ça attire beaucoup plus. Les artistes, déjà, ils seront à l'heure. Je dis pas qu'ils étaient pas à l'heure, mais ils te mettront pas un plan à 23h la veille s'ils sont en finale. Un cash price, en gros, c'est un chèque avec lequel ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organisations maintenant qui fonctionnent au cash price, parce que du coup, tu sais que derrière, tu as un truc. Là, finalement, tu as quand même un énorme suivi de ta part. Mais du coup, tu te dis pas, ouais, mais je viens pour prendre mon chèque. Tu vois, comme un peu tous les artistes viennent faire un spectacle et disent, je fais mon show, mais j'ai mon chèque après, tu vois. Là, du coup, ils se disent, je fais mon show, je suis payé en visibilité, ce qui est super, j'imagine. Bien sûr, en expérience, en visibilité, en réseau. Après, tu les accompagnes vachement bien, tu vois. Regarde Binir, je parle encore de lui, mais moi, je le vois sur quasiment tous tes posts Insta, tous tes projets. Donc, pour moi, c'est qu'il a largement eu sa récompense, tu vois. Mais peut-être il y a certains artistes qui se disent, c'est tout. Tu vois, genre, je vais le suivre partout, mais je vais gagner quoi derrière, tu vois. Puis, on peut toujours faire mieux. Et tu vois, c'est un point sur lequel Binir, il nous en a pas tenu rigueur, tu vois. On aurait pu aller plus loin dans l'accompagnement artistique. Là, en fait, il a gagné. C'était la première édition. Il y avait rien de concret. Il n'y a rien qui a été contractualisé, par exemple. Et c'était surtout, dès qu'on a une porte ouverte, on le pousse. En prio. Plus l'accompagner sur ses clips, lui permettre, s'il venait à la boutique, de l'arranger au maximum pour du textile. Et puis c'est surtout ça, le mettre en avant pour la scène. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, c'est de te permettre de faire de la scène, parce que c'est comme ça que tu es visible, que tu grandis et que tu progresses. Tu vois, là, cette année, on a débloqué de la progrès jusqu'en Belgique pour le gagnant, et j'exclus pas, parce qu'en fait, Binir, il a gagné, il a eu son année, mais rien ne l'empêche de faire une programmation avec les deux artistes, par exemple. Ah ouais, d'accord. Ouais. D'autant plus qu'ils se connaissent, en plus. Donc ça veut dire qu'en gros, tous les gagnants, tu les lâches jamais, genre au bout d'un an? Si je peux les... Non, si je peux les... Non, alors là, ça c'est sûr, je les lâcherai pas. Non, mais c'est une très très bonne info pour les prochains, pour ceux qui nous regardent, et pour les prochains qui gagneront. Non, c'est pas que pour eux, c'est pas qu'au bout d'un an. Ouais, tu les lâches pas au bout d'un an, et après... c'est super, ça, franchement. Ouais, si je peux, alors normalement, effectivement, c'est un an, mais après, ça se joue au feeling. Demain, si je tombe sur un artiste avec lequel on a des difficultés à travailler pendant un an, voilà, on a fait notre année, longue vie à tous, et puis c'était bien. Mais voilà, ça s'est bien passé avec Binir. Là, j'ai la possibilité de le mettre sur une programmation, de mettre le nouveau gagnant, donc 16, sur une programmation, sur une date. Si les personnes en question recherchent un deuxième artiste, c'est vrai, c'est logique que j'envoie Binir par la même occasion. Là, et puis sur les accompagnements, je me permets, vu qu'on est sur ça, il faut savoir que, comme je te disais, Binir, on peut toujours faire mieux, et ce qu'on a fait, on a fait au mieux. Mais là, sur cette saison-là, on s'est imposé ça aussi, un truc tout bête. Maintenant, quand on les envoie sur des scènes, on essaie de négocier des cachets. Avant, on n'y pensait pas. Mais c'est quand même important. Pour avoir fait des scènes, pour avoir joué pour 3 cacahuètes et un sandwich au beurre, je comprends que c'est quand même en fait important. Nous, à l'époque, ça ne nous posait pas de problème. Mais là, c'est des artistes, c'est pas des collégiens, tu vois. Ils ont des loyers, ils ont des vies, il faut payer ça. Donc, si on peut, ça, c'est un truc qui est important. Si on peut capitaliser autour de ça, faire jouer notre réseau. Et en fait, à terme, ce que je veux, c'est que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand il y a mon flow à Nevers, tu es les directeurs de labels, les directions artistiques qui viennent à Nevers, qui se déplacent, qui payent leur place, qui rentrent dans la salle
et qui viennent voir quelles sont les nouvelles pépites. Comme ça, ces artistes-là, ils vont dire j'ai été connu grâce à mon flow. Comme moi, on va dire, j'ai fait du réseau grâce au Buzz Booster. Et ça m'a débloqué de... Tu vois, le Buzz Booster, par exemple, j'ai été vu par à l'époque Ismaël Merighetti, qui me découvre grâce au Buzz Booster, qui m'invite dans une émission à Pantin, en région parisienne, une émission radio, dans laquelle je rencontre un tel, qui me permet de découvrir tel studio. Donc en fait, c'est que des causes et effets. La chance, il faut que tu la déclenches, en fait. Donc il faut que grâce à mon flow, il y ait des connexions comme ça. Je pense à un artiste à Bourges comme BRV. BRV, il avait déjà quand même une certaine visibilité. Là, il fait pas mal de bruit sur Bourges. On lui a ouvert les portes de Nevers grâce à mon flow. Il serait peut-être jamais venu faire de concert à Nevers. Il a performé ici même parce qu'il a participé à mon flow. Ah ouais. Donc c'est ça. Après, et même, je vais aller même plus loin, il n'y a pas que le gagnant, en fait, qu'on accompagne. Je sais qu'il y a des artistes, moi, sur lesquels j'ai eu des coups de cœur, que je me permettrais de réinviter sur d'autres dates, si je peux. Ok, donc en gros, perdre ne signifie pas être laissé, Non. quoi. Ça, c'est vraiment Tu serais venu, très sympa. t'aurais vu qu'il y avait un slogan qu'on avait mis au moment de l'intro, on a mis « Tout le monde a déjà gagné ». Parce qu'en vrai, t'es en finale, c'est bon, tu vas passer sur la vidéo, il y aura une captation, tu seras visible. Là, on va refaire une projection sur laquelle tu seras invité au cinéma, normalement, ou peut-être même ici à voir, en fait. On va faire une projection, effectivement, ça va être important de remettre en avant tous ces artistes. Non, mais ça va être super. On va peut-être la faire compte ici, sur tiens. moi, compte sur moi, Ouais. je serai là. Top. Effectivement, je voulais venir. En plus, je crois que je t'avais envoyé un message où j'ai peut-être oublié. Je voulais t'en dire. Alors, je peux venir où il n'y a plus de place. Ah non, mais je t'aurais mis une accrède. Mais tu vois, ça aurait été très sympa de venir. Mais après, voilà, il y a des obligations, tu sais, avec le travail à côté. Je comprends. Mais en tout cas, compte sur moi. Je prendrai même s'il faut du temps. Mais je viendrai. Il faut que je voie ça de Bien mes sûr. propres yeux. Top. Mais Mais tu viendras pour la rentrée, donc on va faire la projection de la série, parce qu'en fait, c'est une série sur 4 épisodes, c'est comme l'année dernière, du coup, comme l'année dernière. Ouais. Ouais. Donc, un épisode par épreuve. au Mazarin. Au Mazarin, ou ici, Oui, après ouais. avoir... Maintenant, on est une asso, ça nous ouvre d'autres portes. Ouais. Ici, c'est bien, parce que tu vois, c'est pas non plus... t'as quoi? T'as 300 personnes. T'as 180 personnes en bas, et 300 avec la totalité. Mais c'est énorme, hein. C'est énorme. Parce que l'année dernière, on a fait au Mazarin dans la grande salle. Pareil, on a fait 200 personnes dans une salle de 500. Donc ça faisait éparpillé un peu. Ouais. Mais en réalité, tu vois, vaut mieux des fois pas voir trop grand, tranquille, dans un truc un peu plus petit. Là, si tu mets là les 180 personnes, tu vois, ça te fait une salle complète, quoi. Ouais, clairement, ouais. Par contre, je sais pas si le premier rang, ils vont bien voir, mais Ah, je sais pas trop. À voir s'il faudrait mettre un écran un peu plus haut, du coup. Mais voilà. ok. Tu retiens quoi des 2 premières saisons? Enfin, j'ai marqué c'était trop compliqué à organiser, mais tu m'as déjà répondu. Mais du coup, tu retiens quoi des 2 premières saisons? Alors, ce que je retiens des 2 premières saisons, c'est d'une part que on s'est donné les moyens en tout cas, de réaliser un rêve et que ça a plutôt fonctionné. Donc, je retiens surtout que c'est possible, déjà, pour commencer, sans romancer le truc, mais c'est quand même une réalité, tu vois. Tout le monde n'y a pas cru. Ça peut paraître, quand tu dis tu vas faire un concours hip-hop dans ta ville, truc, on a réussi quand même à le faire. Je retiens aussi que c'est un événement extrêmement professionnel et qu'il faut pas le prendre à la légère. On l'a pas pris à la légère, on pourra toujours faire mieux. Et je retiens aussi que si on veut vraiment que ça se développe, il va falloir qu'on ait une équipe beaucoup plus complète. Ouais. Et voilà, travailler dessus vraiment encore plus à l'avance. Donc voilà, ce que je retiens, et sinon je retiens surtout que voilà, moi j'ai fait des très belles rencontres. Je suis très heureux d'avoir vécu ça, d'avoir permis aux artistes de vivre ça aussi, parce que je me mets en fait à leur place et il n'y a personne qui m'a dit qu'il n'était pas heureux d'avoir fait ça. Même ceux qui ont perdu dès le début, tu vois, la première épreuve, parce que c'est dur quand même. Tu vois, on a un artiste qui est venu de Paris, qui a fait la route, il a fait un morceau d'1 minute 30. Il a été éliminé. Donc c'est pas facile, c'est le jeu. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que moi je retiens que du positif et des axes d'amélioration. Voilà. Et puis c'est tellement professionnalisant aussi pour nous. Tu vois, demain, je te donne un exemple. Demain, j'ai une entreprise qui vient me voir pour mettre en place un événement comme ça. Pour eux, à leur compte, ça peut être un concours sur un autre sujet. Je sais ce que ça coûte en termes d'investissement personnel. Je sais comment le valoriser. Et plus on avance, plus on est prêt à toutes les éventualités.
Voilà, mais je pense ça y est, on arrive à un niveau qui est plutôt haut, Beaucoup plus mature aussi. beaucoup plus mature. Et c'est peut-être je sais pas, peut-être le 20e ou 25e événement que j'organise, moi, depuis ces 10, 12 dernières années. Et puis là, en fait, on commence à atteindre un apogée. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'il va falloir que nous, on puisse aussi valoriser ça d'une manière ou d'une autre. Je te parle pas spécialement de gagner de l'argent, mais au moins de ne pas en perdre. C'est surtout ça. Ok. On va continuer. Donc, on va aller sur un autre domaine que tu maîtrises peut-être. Ta marque de vêtements, N10. Déjà, pourquoi N10? Et je sais que ça a été en boutique éphémère à l'époque. Et la transition, comment elle s'est faite? Voilà, tu as 2 questions. Pourquoi N10 et la transition? Donc, pourquoi N10? Alors, il faut savoir que, en fait, au début, j'ai travaillé sur un logo parce que je voulais faire le chiffre 10. Ok. Qui symbolise le meneur ou la meneuse de jeu. Et le 10, c'est, on va dire, les valeurs, c'était autour du dépassement de soi, le goût de l'effort, être un numéro 10. Je l'avais utilisé pour le 10e épisode d'une série vidéo rap aussi que j'avais fait en fait à l'époque. Je l'avais réutilisé aussi pour des ateliers culturels avec les centres sociaux. Donc ce chiffre 10-là, en fait, je l'ai matérialisé à travers un cercle, là, en fait, le logo N10. Alors on le voit ici, en fait. Je mettrai à l'écran. C'est le chiffre 10. Ok. Voilà. C'est le 1 sur un 0, donc logo déposé, truc, tout ça. Et voilà comment est-ce que ça s'est créé. Et en fait, pendant le Covid, en fait, pour te faire l'historique rapidement, événement, concert à Decize, je fais plein de t-shirts. Et ces t-shirts-là, en fait, je les vends pas. Mais je les vends vraiment pas. C'est-à-dire que j'en ai acheté une trentaine. Voilà, ils sont là, ils finissent dans un sac. On parle de ça, je crois, en 2017 ou 2018. Mais de base, ça, c'était pour vendre. Pour vendre, mais ça s'appelait pas N10. C'était un logo. Même pour te dire, à l'époque, c'était une série de freestyle qu'on avait fait, c'était marqué Sommeil léger dessus. Okay. Tu avais le logo N10 avec marqué Sommeil léger, parce que c'était le nom de la petite série de freestyle. Et en fait, on avait fait 3-4 concerts, et à chaque concert, je faisais des petites éditions. Et tout partait. J'ai fait une édition en rouge. Pour un concert qu'on avait fait au Café Charbon, on avait quasiment tout vendu. J'ai fait une édition en noir, on a quasiment tout vendu, mais que sur des événements culturels. Okay. J'ai fait une édition en verte, on n'a rien vendu. Je repars à Paris. À l'époque, j'étais à Paris. Je fais ma vie, Covid. Je repars chez moi. Je range ma cave pendant le confinement et je retombe sur ce sac. Je me suis dit, en vrai, il n'y a rien à faire. Tu sais quoi, je vais essayer de les vendre. Je crée un Instagram. Et je pouvais même pas faire de shooting photo à l'époque, donc je prends une photo d'un mec avec un t-shirt blanc et je rajoute le logo en vert dessus. Et je dis voilà les t-shirts que je vends. Comme quoi, des fois, tu vois, t'as pas besoin de. Et à l'époque, donc c'était le confinement, mais on sortait, il y avait le couvre-feu. Ouais. Il y avait le studio d'enregistrement. À l'époque, c'était une scène qui venait d'ouvrir. Et je leur dis, bah voilà, les gars, j'ai une marque. J'allais au Banlé, pareil. Je leur disais, voilà, j'ai une marque. Est-ce que vous voulez m'acheter des t-shirts? Et les gens, c'était surtout pour me faire plaisir. Et j'ai ramené un storytelling. Et en fait, ça n'existait pas à Nevers. Donc en fait, les gens étaient contents, déjà, je pense, de valoriser mon taf. En plus de ça, d'adhérer à cette histoire-là. C'est une marque de vêtements, c'est un peu à nous. Pourquoi pas, on va lui faire plaisir. Il y a une image aussi derrière. Et en fait, après, au fur et à mesure, je vends tous les t-shirts. Je me dis, bah vas-y, je vais refaire une série. À l'époque, j'avais un fournisseur à Bourges, je reprends du t-shirt noir, je remets des logos jaune, orange. Pareil, j'envoie la com. Ça part. Mais à l'époque, c'était les débuts. Et j'envoie. Et au final, et ça, en fait, je te parle de ça, c'est fin de confinement, on est en train de revenir à. Et à l'époque, donc, je travaillais avec Jesse Bourali, qui est aujourd'hui, donc, si je ne me trompe pas, directeur adjoint du centre social de la Pépinière, donc la Charité-sur-Aire. Il me dit, écoute, il y a des boutiques éphémères à Nevers, t'en as pas marre de vendre dans ton coffre, vas-y, professionnalise-toi et prends la boutique. Et moi, je n'étais pas trop partant au début, mais au final, je me suis lancé, j'ai pris la boutique en janvier 2021. Ouais. Et j'ai fait 1 mois. Et avant de l'ouvrir, il y avait une petite hype en fait autour de ça, mais que dans mon écosystème. Et ça cartonne. Donc j'ai trouvé des fournisseurs, j'ai fait des survêtements, des bobs, des doudounes sans manches, trucs. Ça cartonne. Parce qu'en fait, on est dans un truc où une nouvelle marque à Nevers, les gens en parlent. Il y avait un concept sur les réseaux sociaux où les gens se prenaient en photo avec. Donc, photos qu'on repartageait. Donc, on a monté en abonnés très vite sur Insta. Je fais 1 mois.
j'appelle la ville, je leur dis écoutez, j'avais 2 mois dans la boutique, je veux prendre un 3e mois. Je fais janvier, février, mars, ça cartonne. La ville, à l'époque, ils avaient un programme d'accompagnement qui existe encore, qui s'appelle Pépinière des commerçants, pour t'accompagner à te lancer. Et en fait, c'est une opportunité. Je me suis jamais posé dans une salle en disant ouais, on va faire un business model pour ouvrir une marque de vêtements. Non, c'est ça, s'envoyer. Je me suis dit moi, c'est une porte qui s'ouvre, je rentre, je ferme pas. Et donc, on a pris la grande boutique. Et voilà la passation faite de la boutique, pour répondre à tes 2 questions, de la boutique éphémère à la boutique physique. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et 2 mois qu'on a cette boutique-là. Ok. Et le projet continue. Juste pour terminer pour N10, après, parce qu'on a quand même un petit temps limité, j'ai vu que tu as mis un petit post, comme quoi que la boutique rouvre au même endroit. Au même endroit. Donc ça, c'est un truc à noter, c'est que du coup, elle reste où elle est, oui. Mais il y a des chances qu'elle bouge ou qu'elle... Enfin, pour l'instant, c'est... En fait, pour t'expliquer tout simplement, on avait un premier bail de 3 ans, un bail commercial de 3 ans. À la fin du bail, tout le monde était un peu dans le flou, que ce soit au niveau du propriétaire, que ce soit au niveau de la ville qui était aussi sur le bail et que ce soit à mon niveau. Et en fait, j'avais pas de nouvelles, je savais pas, on s'était pas entendu, est-ce que l'immeuble est en vente, pas en vente, truc. Au final, moi, j'ai pris les devants, j'ai annoncé à mes clients que je déménageais. Parce que je pensais pas rester dans le même local. Au final, le fait de communiquer dessus, ça a réouvert le dialogue. On a trouvé une issue. Sur un petit bail précaire, encore 6-7 mois. Okay. On verra dans 6-7 mois, on va. Mais au moins, comme ça, je reste au même endroit, je suis identifié là-bas, je suis identifiable. Voilà. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Mais la boutique, peut-être un jour, changera d'endroit ou pas. Restera toujours à Nevers, mais la marque existera toujours. Parce que du coup, j'ai vu que, pour rebondir un peu, que tu voulais un petit peu changer l'orientation de la boutique. Oui. Parce qu'elle fait un peu musée ou dans le sens où tu poses tes articles, mais ça fait plus exposition. Un petit peu comme un peu comme les marques de luxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix, juste c'est posé là et si tu veux un truc, bah on te le commande ou alors on l'a en stock derrière, mais tout ce que tu vois, en gros, tu peux l'acheter, mais attention à ce que tu touches. Tu vois. Alors, il y a toujours les prix, c'est obligatoire. Ouais, mais est-ce que c'est l'optique que tu as là, tu sais, un peu comme quand tu vas à Louis Vuitton, c'est toujours bien posé, un peu comme un musée de Louis Vuitton, tu vois. Est-ce que c'est un peu l'optique que tu as envie? Alors, même si on serait parti d'une boutique à nu, je pense qu'on se serait orienté dans un truc un peu concept. C'est-à-dire que nous, en fait, on a récupéré un ancien magasin de montres. Donc, c'est-à-dire que tu avais des meubles qui étaient faits justement pour mettre en avant, tu avais le côté un peu luxe. Je crois qu'il y avait une partie bijouterie et tout. Donc, en fait, on a gardé ça. On a juste enlevé certains meubles, donc on a gardé ça. Et c'est ça qui plaît aussi, parce que quand on a des clients qui viennent, ils nous disent c'est beau, ça fait luxe et tout. Mais, tu vois, là, il n'y a pas longtemps, on a fait un déstockage. On a sorti tous les articles. On a mis sur cintre, truc. On a doublé le chiffre. Ouais. Parce que des fois, les clients, ils n'ont pas envie de parler avec toi. Ils ont juste envie de prendre leur truc, aller en cabine, l'essayer, revenir avec toi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le concept, c'est ça, c'est que tout est dans des placards. Tu as un vêtement en exposition et tu peux pas le prendre ou tu peux pas laisser, à part les bobs, les accessoires que tu peux. Donc ça, quelque part, ça valorise la marque, mais ça nous a ralenti un peu. Donc peut-être garder, si on change, si on fait des travaux. Là, pour l'instant, on reste sur le même concept. Parce que les gens connaissent aussi, on a des clients qui savent aussi comment est-ce que ça fonctionne. C'est sécurisant aussi pour nous, parce que du coup, tu n'as pas de démarque, tu vois, si tu as un produit qui disparaît, c'est que tu as un mannequin qui part, c'est que la personne part avec le mannequin, donc comme ça limite aussi les vols. C'est sûr. Et si on est amené à refaire des travaux, on resterait sur cet intermédiaire, c'est que visuellement, ça fait très luxe, très pro. Tu vois, là, j'étais à Paris lundi, je suis allé dans des boutiques, j'ai pris des photos, j'ai déjà mon idée de la suite. On resterait sur le côté un peu vraiment mise en avant, pour pas dire luxe, mise en avant, épuré, des belles lumières, une belle valorisation du produit, mais peut-être permettre aux clients d'être un peu plus autonomes. Ok. Voilà. Ok. Autre domaine que tu développes à côté de tout ça, parle-nous de Blanc Météor. Et c'est quoi ton projet à long terme derrière ce projet-là? Alors, cette entreprise, du coup. Là. Alors, faut savoir, pour te montrer un peu comment je répartis mon temps, parce que ça peut paraître, il fait 10 000 trucs, il est sur tous les fronts. Alors déjà, mon flow, c'est très ponctuel. Ça me prend pas tant de temps que ça. Par contre, ça me prend 1 ou 2 mois de rush bien énervé avant l'ouverture, que j'ajoute en fait à mon temps de travail initial. Tu as des bonnes journées, des petits 8h, 23h.
bien efficace. Ouais. Mais si tu veux, c'est une charge de travail que je me rajoute. Ça vient pas bousculer ce que je fais déjà. Et sinon, mon temps, c'est à peu près 60-70% sur ce qu'on va parler là sur la com. Et le reste du temps sur la boutique. Il faut pas oublier que j'ai une équipe aussi avec moi. J'ai des salariés sur la boutique, j'ai des salariés sur la boîte de com. Donc je fais pas tout seul, j'arrive quand même à déléguer. Mais sur la boutique, sur la communication, en fait, très simplement, moi j'ai une agence de communication traditionnelle. On propose la création de sites internet, de la création de supports de communication, de la création vidéo et de la gestion de réseaux sociaux. Et en parallèle, on travaille sur des outils digitaux autonomes sur lesquels les clients pourront par la suite travailler sur leur communication en autonomie. Donc voilà, c'est ça l'orientation. Avec les arrivées de l'intelligence artificielle, plus on avance dans le temps, plus les boîtes de com vont s'éteindre. On part de ce postulat-là. Et donc là, voilà, peut-être plus pour se tourner nous sur des notions de formation, peut-être des appels à projets, des appels d'offres sur des projets un peu plus costauds. Et puis tous les indépendants aujourd'hui avec qui on travaille leur mettent à disposition des outils autonomes sur lesquels ils auront possibilité de travailler. Du coup, pour revenir un tout petit peu à la musique, tu aurais aimé faire un feat avec qui? Alors, j'aurais aimé ou j'aimerais faire un feat avec qui? T'aurais aimé, enfin, vraiment... À l'époque, on va dire Kerry James. Ok. Kerry James, que j'ai écouté énormément, que je suis allé voir en concert. Ça m'a même été l'une des révélations, en fait, dans le monde de la scène. J'étais allé voir un concert de lui à Lyon, au Festival des Minguettes. Donc, c'est un festival gratuit, qui m'avait traumatisé. Ouais. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, c'est trop puissant ce que j'ai vu. Et en fait, j'ai tout de suite adhéré à la scène et à lui aussi en tant qu'artiste. Donc, ouais, à l'époque, je pense Kerry James. Ok. Et aujourd'hui, je sais pas, je vais t'en citer 2-3. Je pense à Alpha One, je pense à Hamza. Et oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est déjà deux artistes si j'ai l'occasion de collaborer avec eux. Ok. Lefa ou Gims, tu vois, les membres de la section d'assaut, j'aimais bien aussi. Ok. Mais du coup, juste pour terminer sur ce sujet, j'ai vu que par exemple, il y avait La Fouine qui est venue pour N10. Il y a beaucoup de monde. Hein. Je sais que, comment il s'appelle Enfin, il y en a beaucoup. Ça vient de toi ou c'est eux qui sont de passage sur Nevers et ils viennent Eh ben, en fait, je vais te dire tout simplement, je te parlais tout à l'heure en off d'un établissement de nuit autour de Nevers qui s'appelle The Bloom, avec qui on travaille nous notamment par rapport à leur communication avec Blanc Météor. Donc c'est des partenaires et ils jouent le jeu par rapport à la marque de vêtements. Tu vois, ils nous font la passe, nous on peut leur faire la passe aussi sur autre chose. Et c'est de se dire, voilà, eux ils ont le boîte de nuit, ils savent que nous on a une marque de vêtements. Donc ils nous autorisent à rentrer en contact avec les artistes. Et souvent c'est des artistes qui sont venus se produire là-bas. Ok. La Fouine par exemple, il est venu se produire au Bloom. Et donc c'était en février ou mars de l'année dernière, ou peut-être même, ouais si c'est ça, février ou mars 2022, 2022 ou 23, ça passe vite. Et du coup en fait on est rentré en contact avec lui, je l'ai présenté la marque, j'ai présenté la marque à son manager. Il m'a dit écoute, nous on reçoit des centaines de colis par an, qu'est-ce qui fait qu'on serait avec toi? Et puis en fait voilà, ils ont plutôt adhéré au projet, ils ont vu que c'était carré. Il y a eu un arrangement aussi avec eux sur sa venue pour que tout le monde y gagne. Et voilà comment est-ce que ça s'est passé. Et les autres artistes, en fait, on leur fait des dotations quand ils viennent en concert et on les voit directement là-bas à la salle de concert. La boîte de nuit, ça les arrange aussi dans le sens où au moins les artistes ils partent aussi avec un bon souvenir. Ils sont à l'aise. Voilà, ils sont dans une belle boîte, dans un bel établissement et en plus de ça, ils ont des petits cadeaux. Et nous, ça nous fait un peu de visibilité. Donc voilà comment est-ce que ça s'articule. Ok. Le concert que tu as fait le plus mémorable? Le concert que j'ai fait le plus mémorable, j'en ai pas fait non plus 10 000. Ouais. Mais s'il y en a un à lequel, par exemple, je sais pas, toutes les nuits tu en rêves ou que j'ai fait, que tu penses souvent, quoi, qui te reste en tête. Ouais. Il y en a deux qui me restent. En vrai, ouais, il y en a deux. En fait, le premier concert que j'ai fait dans une autre ville, c'était à Cherbourg. Et on était parti, donc à l'époque avec Billy, on était allé en concert là-bas dans le cadre d'un festival dans lequel le centre nous avait en fait invités. Et c'était le premier concert vraiment devant du monde. Il y avait quoi, peut-être 300-400 personnes. Ah oui, quand même. Et on était gamins. En fait, ça s'était super bien passé, c'était top. Et sinon, j'ai fait un concert au Café Charbon. Je sais pas, je dirais en 2017-2018. Pareil, on avait rempli la salle.
Et c'était très, 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 très chaud. C'est un concert dont on me parle encore. Parce que c'était... Il y a quelques vidéos sur Internet que je pourrais t'envoyer. On s'est produit plusieurs fois là-bas. Mais ce concert-là, en fait, il était énorme. Ok. Énorme, énorme, énorme. Bah, je veux bien les vidéos du coup. Ouais, on va essayer de les retrouver. Jusqu'à la fin, les gens sont montés sur scène. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, du coup, ça reste bien en tête, ça. Ouais. Ah ouais, c'était super, c'était super incroyable. Et on m'en parle encore un peu de temps en temps, en fait, parce qu'il y avait du monde. On avait amené des premières parties, c'était toute la scène locale à l'époque. Souvent, en fait, à chaque fois que je faisais des concerts, mes premières parties, c'était souvent des artistes locaux. Ok. On se rapproche de la fin de ton portrait, du coup. Est-ce que tu as une passion autre que le rap, comme le foot, le basket, le handball ou le volley Non, bah après sport, oui, exercice physique, course à pied, un peu de foot, tout ça. Mais sinon moi, j'ai toujours aimé le dessin. Tu vois, tout ce qui touche aux formes, aux couleurs. J'ai beaucoup dessiné, j'ai fait beaucoup d'installations 3D, ce type de choses. Je l'ai jamais exploité encore. Mais donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Et après, pour voir sur le long terme, j'ai une porte ouverte sur l'aspect cinématographique. Ok. Je le vois un peu comme la dernière étape un peu de ce que je fais. J'ai toujours voulu... en fait, j'ai plein d'idées sur de la série, sur du film. Je le ferai un jour. Je sais pas quand, mais ça me passionne énormément. En fait, j'ai fait des centaines et des centaines de montages vidéo à travers la musique, que ce soit pour des clips, que ce soit pour des clients sur la com. Mais ce format-là, je les ai jamais exploités. De prendre du temps vraiment pour raconter une histoire. Et je pense que ça, c'est un truc qui me passionne, mais que j'ai pas encore exploité. Ouais. Voilà. Je pense dessin, peinture, installation. Ouais, c'est plus créatif que sportif, toi. Ouais, plus créatif. Ouais. Sport, je fais du sport parce que c'est bon pour la santé. Je fais pas du sport parce que j'ai un besoin le matin. Voilà, mais c'est quand même important. Ça me fait du bien, mais c'est pas non plus, c'est pas une passion. Ouais. Avant-dernière question, avant que ça se termine du coup. Est-ce que tu dirais que tu as réussi ta vie ou pas encore? Non, pas du tout. Non, j'ai pas. En fait, ça dépend ce qu'on appelle réussir sa vie. Au niveau perso, au niveau professionnel. Niveau perso, pour moi, c'est avoir une situation stable, une famille, un toit sur la tête, un bon rapport avec ses proches et avoir la possibilité de les voir régulièrement. Je t'aurais dit oui, c'est en bonne voie, en tout cas sur ce point-là. Après, niveau professionnel, non. J'ai réussi à atteindre mes objectifs, mais aujourd'hui, on peut pas dire que je peux en vivre aisément. Enfin, aisément, c'est-à-dire que je me prends pas la tête à me dire ouais, ça, comment ça va me coûter, ça, truc. Sur la com, c'est plutôt positif, on a une certaine stabilité, voilà, je pourrais faire ça, voilà, encore longtemps, ça, y a pas de souci. Le textile, il y a des gros challenges à... Ah ouais, quand même. Textile, on a 2% de nos capacités. Vraiment, et 2% pour pas dire 1, tu vois. Et après, sur le reste, réussir, j'ai accompli des choses dans ma ville, ça c'est sûr, que je n'avais jamais faites et qui n'ont pas été faites. Marque de vêtements, il y en a qui ont essayé, mais aujourd'hui, on peut dire que nous, en tout cas sur le sportwear, tu vois, je pense à des marques comme la French Run, avec Antoine de Wilde, où lui, il a aussi réussi à instaurer vraiment sa marque. Il est sur des gros événements, je pense à la moustache, à la bottine, et je le salue pour ça. Nous, sur le sportwear, en tout cas, c'est quelque chose d'inédit. Et après, sur les autres points, sur la musique, on a fait aussi des choses, mais on n'a pas encore exploité. J'aurais réussi quand tu iras en Bretagne et que tu diras est-ce que tu connais mon flow ou est-ce que tu connais N10, et qu'ils diront bah oui, on connaît. Là, oui, là, tu pourras considérer que professionnellement, on a réussi. Dès que ça sort de la zone. Bien sûr, c'est ça. Là, tu réussis. C'est le principal signal. Pour moi, même, t'es connu dans ta ville. On est à Nevers. Ouais. J'aime ma ville, tout ça, mais voilà, c'est pas non plus. Ok. Voilà, c'est pas non plus une fin en soi de faire du bruit sur Nevers. Nevers, je pense, tu as un projet, tu te donnes les moyens, tu bosses bien. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas eu envie de le faire. Je suis d'accord avec toi. En vrai, à échelle locale, comme ce que tu fais là, tu bosses, tu prends des risques, tu appelles des gens, tu prends ton temps, tu fais des mails, tu vois. C'est sûr. Au bout d'un moment, ça inévitablement, voilà. Bah, ça paye. Puis rebondir, faire du contenu, truc. Mais voilà, quand on aura cassé les frontières nationales, pour pas dire internationales, on pourra dire que ça, qu'on a réussi. Ça me va ta réponse. C'est bon. Dernière petite question. Du coup, Denis Thuriot, le maire, avait le droit à cette question.
Est-ce que tu vois de laquelle que je parle? Non. Non, dis-moi. Non. Si tu devais résumer ton film préféré, mais sans dire le titre, ce serait quoi? Résumer mon film préféré sans dire le titre. L'un de mes films préférés, mais on va en parler parce qu'on a parlé d'entrepreneuriat et tout. Je le résume, c'est l'histoire d'un écrivain. Après, on te donne le titre ou pas? Non, Ok. ça va être les gens qui regardent qui devraient... Ok. C'est l'histoire essayer de d'un voir. écrivain indépendant qui a du mal à se sortir un peu de tout ce marasme d'écrire, ça prend du temps, payer son loyer, payer ses factures, il est un peu dans un espèce de cercle vicieux. Un jour, il rencontre son ancien beau-frère qui bosse dans la chimie et qui travaille sur une petite molécule qui te permet de développer 100% de tes capacités cérébrales. Tu vois de quoi je parle? Non? Pas encore. Ok. Et en fait, sans spoiler ceux qui voudront le voir, et en fait, il tombe sur ce monsieur-là, qui était l'ex-mari de sa sœur. Et en fait, il goûte une molécule. En fait, il se rend compte que sa vie change. En fait, il revoit la couleur. Ok. Et en fait, il devient surpuissant, mais du coup, trop puissant. Et il se rend compte en fait que c'est une molécule qui est très addictive, qu'il détruit, et que s'il arrête d'en prendre, il est dans une dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle vicieux où il a trouvé la possibilité d'exploiter 100% de son cerveau. Donc, je te fais pas un dessin. C'est-à-dire qu'en 2 mois, il est déjà à Wall Street en train de gérer des millions et des millions et des millions de dollars. Donc, en fait, il passe de là à là avec un appartement. Voilà, son livre, il le claque en une nuit. Il pose ça à la maison d'édition. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que cette molécule, travaille sur une solution pour trouver une issue favorable. Ok. Voilà. Et c'est un peu le résumé un petit peu, c'est de se dire, en fait, quoi qu'il arrive, tu peux avoir des boosts. Il y a des choses qui peuvent t'aider, tu peux avancer bien, mais tu auras toujours une part de négatif, quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Très bien. Bah, j'espère que les gens trouveront le nom du film. Vous avez trouvé, vous, non? Personne l'a vu? Non. Je vous dirai après en off. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, où est-ce C'est le qu'on peut moment me de la retrouver pub. sur les Vas-y. réseaux? C'est le moment de la pub. Donc, déjà sur la boutique, donc N10 boutique. Donc, N comme la lettre N, le chiffre 10 et boutique. Très simple. N10 boutique. L'adresse à Nevers? 68 rue François Mitterrand, 58 000 Nevers, boutique physique. Et le site, donc www.n10boutique.com. Ok. Sinon, donc, vous nous retrouvez sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, ce qui est déjà pas mal. Vous nous retrouvez aussi sur Blanc Météor. Ok. Donc Blanc Météor, blanc comme la couleur et météor comme le météore. Tout sera écrit de toute façon. www.blancmétéor.com. Ok. Donc Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Et Monflow by N10, uniquement sur Instagram pour l'instant. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas de site internet à proprement parler, juste Pas pour... encore. Mais en fait, on a créé une page sur N10 Boutique. Ok. Mais sur l'année prochaine, on aura peut-être... Et pour regarder tout ça, toute la première saison, la deuxième saison? La première saison est disponible sur Web TV Doc, tout attaché, Ok. WEB TV, voilà, DOC, mais si tu vas l'écrire, Ouais, il y aura c'est bon. tout à écrit. Lien dans la description Sur aussi. l'application, elle sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube N10 Boutique. Ok. Et la saison 2 sur la chaîne YouTube N10 Boutique Ok, super. également. Tout sera dans la Parce qu'on a aussi description. un YouTube, c'est vrai. Ok. Parfait. Bah merci, Merci à toi, Jason. Merci à Spotlight. bien évidemment. Alors du coup, pour nous, Vision Feu, tout sera dans la description aussi. Donc Vision Feu, Spotlight, mon Instagram, Jason J Visual. Visual, voilà. Et puis bah merci encore une fois, Bilal, Merci à toi. d'être venu. Avec plaisir. C'est un très grand plaisir de t'avoir en deuxième personne. Voilà. Qui est la troisième personne, du coup? Vous avez déjà une idée? J'ai une idée, ouais. Ok. On va bouger un petit peu de Nevers, pour C'est pas bien. en dire trop. C'est bien. Mais voilà, on a du très très lourd qui arrive. J'ai pas de date encore, mais disons que ça va aller très très vite. Et puis on espère avoir le 5e épisode avant la fin de l'année. Voilà, Ok. on va quand même à peu près tous les 2 Pas mois. mal. Bon, bah, on espère vous voir un peu partout maintenant. On espère. On Go. espère. Bon. Merci beaucoup. Merci encore une fois au Petit Théâtre, à la ville de Nevers, de nous permettre de venir dans un lieu incroyable comme ça. Hein, je vous mettrai encore une fois des images pendant qu'on parle, pendant que c'est vraiment magnifique, on a la chance. Je vous mets aussi donc le site internet du Petit Théâtre,
la programmation, si vous voulez avoir des choses, etc. Peut-être voir la programmation de Bilal un jour ici, on ne sait pas, pour la saison 2, pour la saison 3, 4, Yes. on ne sait pas. Mais en tout cas, merci encore une fois d'avoir tout suivi, puis on se retrouve très bientôt. Ciao. Salut.